Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Rugby. Aujourd'hui au programme, débrief de France-Japon, le dernier match de la tournée d'été qui compte pour le championnat des nations pour l'équipe de France. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec mon pote Max. Comment tu vas, mon gros ? Eh ben écoute, nickel. Un peu fatigué, mais on fait avec. Un peu fatigué parce que maintenant vous connaissez un petit peu nos histoires. On avait les 30 ans de notre brave Cavoret hier, en fin de journée. Et du coup, on a encore perdu un soldat. Vraiment, soutenez-le sur le champ de bataille parce qu'en ce moment, il prend des bonnes balles et il a du mal à être au boulot. Mais bon, ça, il n'y a pas de problème, on peut assurer sans lui. On l'a déjà fait, il n'y a pas de souci, mais s'il te plaît, mon caveau, reviens-nous vite. Je m'excuse pour le petit Marcel, mais là, il fait très très chaud au moment où on tourne. Et il y avait deux choix, c'était soit avoir des énormes auréoles et passer pour un dégueulasse, soit passer un petit peu pour un beauf avec un Marcel. J'ai fait mon choix, vous avez vu que Max n'a pas fait le même. On ne lui demandera pas de lever les bras. Jamais. On part du coup sur le débrief de ce match. C'était un match un peu particulier, on sentait que c'était un match de fin de saison, notamment pour les joueurs du 15 de France. Ça a clôturé la saison de tous les joueurs, on va dire club plus équipe nationale. Ouais. Ça s'est senti, du coup, pour analyser ce match, on va le décomposer en cartons, le 0-20, de la 20e à la 40e, 40, 60, 60, 80, vous avez compris, parce que vous allez voir que c'est un film de match qui est assez dur à analyser. Il y a des choses qui se sont passées un petit peu tout le match, mais il n'y a pas eu d'énormes faits marquants, comme on avait pas eu de tournant, comme on avait pu l'avoir sur ce France-Australie de la semaine dernière. Je te lance, mon Max, avant qu'on démarre sur le débrief. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais rajouter ? Non, tout. Sur la petite présentation. T'as tout dit. J'ai tout dit. Pierrot. J'ai rien oublié. Allez, on bascule. Donc, du coup, score final de ce match France-Japon, 42-15, avec un score à la mi-temps de 28-15 pour notre équipe de France. Donc, victoire. Ça nous amène, je crois, comptablement à 12 points en tête du classement de l'hémisphère nord de ce championnat des nations. Et ça amène que des bonnes choses pour les matchs qui vont se dérouler en novembre, pour éventuellement gagner ce championnat des nations. Ouais, voilà. En tout cas, arriver en tête de poule de cet hémisphère nord, c'est chose qui peut être possible. Le 0-20, du coup, allez, on se lance. Le match, il attaque avec des bonnes intentions de la part de notre équipe de France, du rythme. Ils sont rentrés avec vraiment à cœur de faire une grosse dernière prestation. Et dès le début du match, on a un joli duel aérien remporté par Théo Atisogbe sur un truc qu'on voit de plus en plus au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans les duels notamment défensifs, après les jeux au pied haut, c'est les ailiers qui vont au duel. Est-ce que tu peux nous expliquer cette petite on en avait déjà parlé un peu sur le débrief de France-Australie et notamment le replacement du coup de Jalibert en 15, que c'était un aspect du coup qui l'avantageait d'autant plus puisque c'est pas un de ses points forts, les duels aériens. Et là on l'a encore vu avec Atisogbe du coup qui revient donc avec une course du coup similaire aux attaquants en fait, et qui permet d'avoir une corbeille derrière lui au cas où le ballon d'avoir un mec en plus sur le deuxième ballon quoi. Donc là c'était vraiment flagrant parce qu'il part de loin et tu sens que c'est une vraie adaptation de l'équipe de France pour justement maximiser Mathieu Jalibert à ce poste d'arrière. C'est que les duels aériens sont faits par les ailiers et du coup c'est assez intelligent parce que maintenant je sais pas si c'est dû à Jalibert, je suis pas sûr. Moi je pense qu'on le verra encore avec Ramos. Je pense que ça permet aussi d'éviter tout ce qui est un peu des fautes bêtes. Des mecs qui bloquent. C'est aussi une adaptation, j'allais y venir mais tu m'as coupé, mais t'as bien fait, au changement de règles. On a enlevé les escortes, maintenant c'est sanctionné rugby de haut niveau. Du coup, plutôt que d'avoir, comme théoriquement on apprend en école de rugby, un duel en avançant, c'est-à-dire un arrière qui va vers le ballon, on prône de plus en plus des duels en reculant. Comme ça, les ailiers qui se replacent, au même titre que l'attaquant qui va au duel aérien, font aussi office un petit peu d'escorte. Tu vois, c'est une escorte un peu déguisée, c'est un duel aérien en reculant. Et là, contre le Japon, on l'a beaucoup vu. Ouais, puis je te recoupe, Pierrot, mais ça permet aussi d'avoir une corbeille en avance, l'arrière et soutien au duel. Et en deuxième ballon, on sait qu'on parle beaucoup maintenant des deuxièmes ballons, parce qu'il y a beaucoup de claquettes, tout ça, sur ces duels aériens, mais ça permet d'avoir plus de monde autour.
Donc c'est vraiment, c'est une adaptation, mais que je pense tout le monde va faire d'ici. Chose que la France a fait très haut, et le rugby de haut niveau va très vite. Moi, après, j'ai regardé le match Afrique du Sud, Pays de Galles, il n'y avait plus aucun arrière qui montait au ballon, c'était que des ailiers en reculant. Enfin bref. Et du coup, ça va un peu, ça change quand même pas mal les dynamiques, je trouve. Notamment au poste de 15, des profils qui vont être un petit peu moins avantagés. Ce sera plus quelque chose de très très important, d'être très fort dans le duel aérien. Une caractéristique demandée au numéro 15. Voilà, par contre ça va être une caractéristique ultra demandée aux ailiers. Ouais, carrément. Et du coup les profils risquent de changer un petit peu, et il y a des profils qui vont avoir plus de mal. Enfin là le premier qui vient en tête, c'est éventuellement des profils comme Gaël Dréan, qui sont très punchers, très forts au sol, tu vois, mais eux ils vont devoir développer une palette pour exister au niveau international, quoi. Ouais, mais du coup est-ce que aussi ces joueurs un petit peu moins aériens, ils vont pas migrer vers ce poste de numéro 15, tu vois? Je pense pas, parce que après Dréan, il lui manque peut-être un peu de pied, mais oui, et puis il y a aussi le côté double animateur, tu vois. Je pense que ça, on va de plus en plus voir par contre des 10 qui auront la polyvalence, tout simplement. Bon, ça va, on est pas trop mal avec Ntamak Jalibert. Ouais, c'est pas trop mal. Quoique, ça discute. Non, mais on n'est pas trop mal, on a un petit peu digressé, mais du coup la France attaque bien ce match. Ouais. Est récompensé par du coup une pénalité où ils vont chercher un ballon en zone de marque à la 2e minute. Maul, ballon porté, essai de Maxime Lamotte, premier essai de l'équipe de France. Et ensuite le film du match continue un petit peu. Il y a 2-3 faits un petit peu marquants, notamment la 6e minute où petit moment de flottement, parce que double protocole commotion imposé à Nouchi et Verag, et du coup on est obligé de coacher tôt. Notamment avec l'entrée d'Oradou et de Tixeron, quoi. Ouais, coach Eto, puis c'est vrai que ça peut un peu faire peur quand même, de mecs du pack qui changent assez vite, ça fait des changements, l'annonceur en touche, ça peut bouleverser. Et pourtant, j'ai l'impression que ça n'a pas trop impacté. Non. Bon, après, ça reste l'équipe de France. Non, mais c'est bien parce que on a été sûr de nos forces malgré ce coup du sort. Et d'ailleurs, Verag, qui va re-rentrer de son protocole commotion, mais qui à la mi-temps sera définitivement remplacé par Hugo Oradou. Et là on peut remettre une petite pièce à TF1, on va dire nos meilleurs potes du moment, parce qu'au final on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On suppose que du coup il a dû se sentir mal après son protocole commotion et qu'il a été remplacé pour ça, mais pas d'infos. On n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas de bord de terrain, il n'y a rien, enfin, ils s'en foutent complet. Bref. Après, les Japonais reviennent dans le match et même prennent le score. 8-7 pour eux à la 15e minute sur peut-être un petit peu ce qui nous a fait défaut contre l'Australie, et qui là aussi était... Moi je nous ai trouvé un peu friable sur ces séquences, c'est les rideaux défensifs après jeu au pied. Contre l'Australie, on avait eu du mal. On a subi 2-3 bonnes relances. Et là, contre le Japon, c'était pareil. Et après un jeu au pied de Mathieu Jalibert, qui trouve beaucoup de longueur, on se fait franchir assez facilement. On se fait sur un 3 contre 2 un peu dans le retour, je crois. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est ce numéro 10 japonais, je crois, qui a l'initiative sur cette relance. Moi, un joueur qui m'a beaucoup plu, je crois que c'était son premier match d'ailleurs. C'était ses débuts, je suis pas sûr, faudra vérifier, mais je crois que c'était c'est une info de TF1, je crois, mais... Donc on va le prendre avec des pincettes. Non mais Broboari, un petit peu naïf sur ce ballon de relance, qui fait vraiment un gros effort pour reprendre le rideau, et en fait qui va se noyer dans un amas de joueurs japonais qui étaient en train de se replacer. Et il s'arrête vite, quoi. Il se fait fixer trop facilement, en tout cas on a l'impression il se fait pas fixer, c'est que il est gêné un petit peu sur son déplacement vers l'extérieur pour justement défendre sur le relanceur japonais, parce qu'il tombe dans un amas de joueurs. C'est pas lui qui se fait fixer, mais derrière il y en a un qui se fait fixer. C'est Roumat, peut-être. C'est Roumat. Après il peut peut-être pas contrôler autant. Après c'est un peu le bordel, mais du coup on se fait franchir et les Japonais prennent le score. 8-7. On va bien réagir, parce que dans la minute qui suit, on a une grosse occasion de scorer sur une action de Grand Didier. On a beaucoup parlé de Grand Didier, qu'il avait un peu le super pouvoir aérien, et ce qu'on lui reprochait un petit peu, c'était justement d'être pas assez Cet tueur. esprit finisseur, on en avait parlé contre l'Australie, et là sur cette action,
Cette action, moi, elle m'a plu parce que. Ah, la bielle barrée un peu. Ouais, il récupère un ballon. Enfin, il a pas beaucoup de temps pour initier son jeu au pied. Et il le fait bien et ça peut faire dame, quoi. Ouais, pas de chance sur le rebond, ça lobe, mais ça aurait récompensé un bon mouvement d'équipe de France. Mais tant pis. Mais là, tu vois, Aaron Grandidier sur cette action, c'est des trucs que. On a peut-être moins l'habitude de le voir faire, tu vois, et c'est bien parce que du coup, tu sens que c'est un mec qui a évolué en confiance, malgré le fait que c'était que sa deuxième sélection. Tu vois, il a pas hésité 5 minutes à se dire, ok, je dois finir, même si je suis loin des lignes. On joue au pied, il part de 30 mètres de la ligne, tu vois. Peut-être que d'autres ailiers auraient eu la réflexion de créer un autre point de fixation et de peut-être attendre le bon moment. Bah non, lui, il a voulu chercher la marque et ça a failli. Bon, après, malheureusement, c'est presque la seule action où il a manqué. On en parlera, mais disons qu'après, il a perdu un petit peu d'influx tout au long du match. S'ensuit une sortie de camp des Japonais. Ballon pour la France un petit peu dans cette zone morte 40-40 et ça va être une récurrence de ce match, c'est que cette zone un petit peu dans l'axe du terrain, on l'a visité, mais comme on était quand même dominateur dans les collisions, on n'y a pas passé beaucoup de temps. On n'y a pas passé beaucoup de temps parce que les Japonais se sont mis énormément à la faute dans cette zone et ça va nous amener à du coup pénal touche, ballon porté en zone de marque. Bon, le ballon porté, on sort du ballon porté, mais ça amène un essai de Jalibert à la 18e, son premier. Tu vois, c'est ce qu'on disait un peu avant de filmer. On pouvait avoir une lecture du match un peu frustrante, où la France n'a pas forcément beaucoup joué, a eu un jeu assez restreint et s'est appuyé en tout cas sur les bases de ce sport, à savoir les mauls, les jeux aériens maintenant qui sont hyper importants. Mais au final, je pense que les Japonais nous ont pas permis non plus de mettre notre jeu en place par le fait qu'ils faisaient énormément de fautes et que du coup on se retrouvait soit très vite en zone de marque, soit chez nous quand ils avaient le ballon, ce qui permet pas d'ouvrir vraiment le jeu. On sait qu'en zone de marque, le jeu il est différent. Il est différent. On est beaucoup plus sur de la connexion proche, sur du jeu à une passe. Donc ça plus pour éviter les erreurs. Ça plus les conditions un peu avec l'humidité, la chaleur, tout ça, c'est vrai que ça a pas fait un match de rugby très très agréable à voir. Très agréable à voir. On a eu beaucoup d'actions pour générer des points qui partaient des 22 mètres japonais. Parce qu'ils se mettaient à la faute très vite. Ils se mettaient à la faute très vite, mais ils étaient un peu contraints parce que vraiment dans ce début du match, on sentait que ça allait être dur parce qu'ils ont un paquet d'avant qui est dynamique, les Japonais, qui répètent des efforts. Moi, ils m'ont plu parce que je les ai trouvés très éduqués sur leur stratégie, tout ça. Après, quand tu commences à subir, ils perdent un petit peu en lucidité. Ils essayaient de faire le pas de trop, mais du coup, ils étaient souvent pris sur ligne de hors-jeu. Ils étaient un peu en retard sur les choses. Et en fait, on a capitalisé là-dessus. Mais moi, je trouve que... on a été obligé d'avoir que des ballons qui partaient de zone de marque. Après, j'ai trouvé dans ce match, pour faire une petite parenthèse, que on n'a pas forcément joué selon notre identité. Est-ce que c'est vraiment notre fond de commerce de se baser réellement sur de la construction de ballons portés, tout ça et tout? Je sais pas, parce que est-ce qu'on est capable de le faire contre toutes les équipes au niveau international? Est-ce que c'est ça qui nous fera gagner contre les Sudaf par exemple? Je sais pas. J'en sais rien, tu vois. Un peu, Et tu vois, notamment sur ce championnat des nations, moi j'ai trouvé qu'il y avait un domaine, petit point d'alerte, à mon avis, il faut que ce soit traité pour le mois de novembre, mais en touche, je ne nous avais pas trouvé souverains. Tu vois, on n'avait pas des ballons super propres contre la Nouvelle-Zélande, ils étaient souvent dans les zones, ils nous contestaient beaucoup. Pareil contre l'Australie. Là, à mon avis, le Japon, ils étaient un peu moins bien sur leur lecture de touche défensive et leur défense de ballon porté. Du coup, là, c'est ressorti comme un point fort pour l'équipe de France face à cette nation. Sauf qu'en fait, contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on n'a pas pu s'appuyer dessus parce qu'on n'était pas souverain en touche. Donc attention, parce que c'est un truc qu'il faut qu'on règle pour le mois de novembre. C'est nos conquêtes, c'est la mêlée, mais c'est aussi la touche. Et la touche, ça n'a jamais été trop un point faible pour l'équipe de France. Faut pas que ça le devienne. Parce que si on commence à être une équipe qui manque un peu de conquête, ça peut être compliqué. Après là, on est un peu défaitiste, mais la globalité, c'est qu'on est... on est peut-être une des meilleures nations du monde en ce moment, donc voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'en touche, on n'a pas perdu beaucoup de ballons malgré tout, mais il y en a beaucoup où c'était limite, quoi. On est contesté. Et encore sur ce match-là, mais sur sur les 3 matchs de cette tournée, de cette compétition des championnats des nations, c'était pareil, quoi. On a été quand même pas mal contesté, donc attention. On sort de 0-20 à 14-8 pour l'équipe de France, et on attaque du coup la deuxième partie de cette première mi-temps.
où là, on va construire notre avance. C'est là où on va faire l'écart au score, notamment avec, à la 23e minute, un autre essai sur Maul d'Alexandre Roumat, qui vient pareil, de la même chose. Faute des Japonais, on avance dans le camp, tout ça, machin et tout. Un essai de Lucu à la 29e minute, qui est un départ de Maul, avec Lamotte qui se décroche du Maul, qui tombe au sol, et Lucu qui fait une bonne course de retour dans le -1. Ça, c'est un truc qu'on voit vraiment beaucoup. Ouais, de plus en plus. Pareil, on en parlait juste avant, mais c'est vrai que Lucu, il a cette capacité à pouvoir attaquer un peu des deux côtés autour du ruck, parce qu'il arrive très aligné, enfin avec des jambes. Ouais, il arrive axial au ruck. Axial au ruck, et du coup, il peut partir des deux côtés. Et c'est un truc que je pense que certains neufs peuvent pas trop faire, parce que en fonction de. Ils arrivent très latéralement sur le ruck. Ouais, il y a un peu deux courses de préparation, quoi. Ouais, non, mais ça, t'as raison. Et lui, il le fait souvent d'ailleurs. Il le fait souvent à Bordeaux. On l'a souvent vu marquer ce genre d'essai, parce que il arrive un peu comme un avant qui peut relever dans l'axe. Ouais, c'est ça, il peut partir des deux côtés, quoi. Alors que beaucoup de neufs, des fois, quand ils arrivent sur le ruck, ils arrivent vraiment avec une course plus latérale pour ouvrir les hanches. Ouais, pour ouvrir les hanches, la passe d'après, tout ça. Et Lucu, il est pas il a vraiment une démarche différente quand il arrive sur le ruck, ce qui lui permet d'être efficace sur ce genre de course. Mais tu vois, techniquement, Lucu, il est quand même assez particulier, parce que même sur ses jeux au pied, il a une frappe très foot, toute la rotation du bassin. Il est pas conventionnel. Ouais, non, pas du tout. Il est pas conventionnel. Il n'y a pas de neuf à haut niveau qui ressemble à Maxime Lucu, je trouve. Tu vois, il est vraiment. Mais c'est ça qui, du coup, fait que c'est un joueur qui progresse énormément. C'est que, il est dur à lire. Tu vois, il est dur à lire, à savoir ce qu'il va faire. Lui, tu lui aurais mis un physique, on va dire des qualités physiques au service de tout son côté cérébral et toutes ses petites attitudes. Un peu fine, mais où il va chercher vraiment du détail. S'il avait un physique, ne serait-ce qu'à la Nolan de Garec, ce serait un joueur extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc là, on construit vraiment notre avance. On prend malheureusement un essai à la 36e minute sur une pénalité jouée rapidement, jouée à la main à 5 mètres de notre ligne par les Japonais. Et là, franchement... Avant, juste pour suivre un peu l'ordre, il y a 2-3 erreurs quand même assez grossières avant cet essai-là. Il y a les Japonais qui font un coup de renvoi direct, qui amène une mêlée. Il y a Lucu qui fait une touche directe aussi. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques dans ce match, beaucoup. Mais tu sais, tu t'en as parlé au départ, c'est... Déjà, les conditions, ça avait l'air d'être catastrophe, parce que je crois qu'il y avait 80% de taux d'humidité. Tu sentais que les joueurs, ils étaient émoussés. Vraiment, tu les voyais vidés, fatigués. Du coup, ça a amené beaucoup d'erreurs techniques. Puis c'est un match de fin de saison, quoi. Ouais. Et puis, est-ce que c'est le match qui fait rêver aussi tu vois, les mecs qui viennent de jouer l'Australie. Et les Blacks, à Brisbane et Parce que dans les têtes, c'était complètement la même chose. La même motivation au départ, pas sûr. Mais c'est sûr que je pense que mentalement ils étaient usés, et du coup techniquement ça se ressent direct, quoi. Y a pas... beaucoup d'erreurs techniques. C'est aussi un truc qu'il faut relever dans le match, c'est que ça a été un match avec beaucoup de fautes de main, beaucoup de fautes de pied. En termes de standard international, c'était pas le meilleur match qu'on ait vu. Du coup, on prend cet essai japonais juste avant la mi-temps, sur une défense proche de la ligne après cette pénalité jouée à la main à 5 mètres de la ligne. Et moi, je trouve que c'est quand même un petit peu... tu peux pas facile, prendre... facile. Tu vois, on est à l'équipe de France, ça doit pas arriver, ça. Mais à l'image du premier essai, après la relance... on a encaissé des points facilement. Ouais, carrément. Alors, autant on a rarement été inquiété dans le jeu, je trouve, en défense. On l'a pas été, même. On l'a pas été, mais à part quand ils ont marqué, quoi, c'est des points qu'on a un peu donnés. Mais tu vois, ça, j'en parlais... pendant qu'on regardait le match avec Caveau, parce que on a regardé le match avec Caveau, la France, je trouve, ne fait plus peur défensivement. Ah oui ? Tu vois ? On s'est discipliné, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui est peu pénalisée maintenant, mais avant, tu sais, on avait quand même une défense un peu... mais on avait une défense un peu... à l'anglaise, on va dire, à fermer beaucoup. Je me trouvais très fort, très dur. Tu vois, sur le début du Mandé Galtier, on en est un peu revenu, on défend différemment. Tu vois, on n'est pas dans l'activité au sol, on est... au sol, là, on a vraiment une philosophie qui a changé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre de pénalité. Tu vois ? On ne veut pas prendre de pénalité. Ouais, après, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Mais je trouve qu'on manque un peu de dureté. Tu vois, on manque un peu de dureté, et sur cet essai qu'on prend, ça se ressent.
y a je crois que c'est Roumat qui s'enroule mal, qui rate le talonneur proche de la ligne, et puis Nouchi qui est pas trop connecté, pas trop serré. Les deux ils pètent au contact. Punaise, ça, tu joues une grosse nation, tu prends un essai aussi facile, c'est dommage quoi. Bon après ils sont durs à défendre, c'est pénalité jouer à la main à 5 mètres de la ligne, mais c'est dommage quoi. Mi-temps du coup. Mi-temps, et juste avant la mi-temps, il y a une action moi qui m'a bien plu. Je sais pas si tu vois, c'est après il y a un ballon qui traîne par terre, je crois, joué au pied français dans un peu à la chasse, un rasant là. Le ballon il traîne, ça tape au pied, et derrière il y a Tsobé qui fait un effort monstrueux. Ah oui. Il vient, il passe par-dessus le japonais. Par-dessus le japonais au sol, et après il fait un effort de retour défensif. Ouais, et ça j'étais là, je me disais waouh. Tsogbe, on va en reparler parce que lui, tu sentais que c'était pas la fin de sa saison. Il pourrait encore jouer 4-5 matchs derrière parce que vraiment il a été saignant de chez saignant. On bascule sur la deuxième mi-temps. On bascule du coup sur la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, du coup, score à la mi-temps 28-15. Deuxième mi-temps, entre la 40 et la 60, on revient bien sur le terrain. Il y a encore Tsogbe, encore lui, qui bonifie un duel aérien, et là vraiment c'est la grande classe. La classe. Franchement, si vous n'avez pas eu le match, s'il y a un geste à revoir, c'est ce duel aérien d'Atisogbe juste au retour de mi-temps, franchement, et ça amène à la fin le deuxième essai de Mathieu Jalibert, qui au final clôt tous les espoirs des Japonais, si tant est qu'il leur en restait un petit peu. Mais bon, c'est quand même deux très bonnes entames, enfin des entames très courtes, mais on marque chaque fois dans les 3 premières minutes de chaque mi-temps, quoi. Donc, ouais. Et ça, c'est souvent le cas, mine de rien. On démarre bien les matchs et on revient bien des mi-temps. Les trous d'air qu'on a, souvent, c'est plus à la fin des mi-temps. Et là, on va le voir parce que sur ce deuxième mi-temps, ça a été le cas. Voilà, après, dans cette période, il y a aussi la grosse vague de coaching qui arrive à la 55e, juste après le deuxième essai de Lamotte, pareil sur Maul. Grosse vague de coaching, et moi j'ai trouvé que cette vague de coaching, ça a été plutôt positive. Ce qui est dommage, c'est qu'après cet essai de Lamotte à la 51e, on ne marque plus de points dans ce match. Alors qu'il y a des joueurs qui ont vraiment fait des bonnes rentrées. Et le truc qui est cool, c'est notamment cette première ligne, quoi. Ça fait du bien parce que il y avait un gros doute avant ce tournoi des nations, enfin ce championnat des nations, pardon. C'était on allait où en première ligne, notamment avec nos pieds gauche, nos pieds droits. Et là en fait on a trouvé des vrais éléments de réponse, j'ai l'impression. Il y a des mecs qui se sont vraiment mis au niveau de là où on les attendait. Ouais, après faut nuancer par le fait que c'était le Japon en face. Bien sûr. Tu vois, je pense que on en reviendra parce qu'on a prévu de faire une vidéo dessus, mais Bamba qui risque d'être le gros perdant de cette compétition, il a joué. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça va être le projet, mais je pense que ça va être le projet. Qui peut en tout cas être le gros perdant. Bon, il a joué pas les mêmes équipes que le Japon, quoi. Non, donc ça c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils ont fait. Mais ils ont amené du dynamisme. Ouais, de l'avancée. Ça faisait du bien de revoir Falatea. Ouais. Tu vois, dans ce poste de pilier droit où on est en carence, Falatea, c'est un joueur qui a quand même connu un destin beaucoup blessé. Enfin, ça a été dur ces dernières saisons pour lui. Le voir juste revenir en équipe de France. Et moi, j'ai trouvé gazé, tu vois. Je l'ai trouvé impactant. En forme. Et déjà, avoir un pied droit en forme, nous. Tu sais, nous, si on trouve un pied droit qui est en forme, qui tient ses mêlés. Ça suffit. Hein. Ouais, ça suffit. On signe tous les jours. On signe tous les jours. Ouais, donc, bon, après, Movaka. Ouais, oui. Voilà. Du coup, à la 55e, grosse vague de changements. Je crois qu'il y a 5 changements simultanés, notamment avec l'entrée de pas mal de joueurs devant et de Calvin Gourg. Ouais. On a une grosse occasion. C'est tôt d'ailleurs pour un 3/4. Sur ces 3 matchs, je sais pas si c'est pas même peut-être le plus tôt. Le changement derrière, peut-être. Après, il y a un film de match. Je pense qu'il y avait une gestion aussi des temps de jeu. Le match était déjà gagné. Et juste après, du coup, ça rentre, il y a une bonne séquence et il y a une grosse occasion d'essai sur un semi-franchissement de Ntamak qui trouve pas l'offload sur Jalibert alors que c'était fait, quoi. Ouais, et derrière en plus on se prend pénalité grattée. Peut-être un petit manque de lucidité, de prise d'information, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'elle est pas simple
Après, je pense que c'est possible, quoi. Enfin, elle est pas simple, mais au jour... Oui, non, elle est pas simple, c'est sûr. Bah, en fait, c'est facile de dire ça parce qu'on est assis sur nos chaises, mais est-ce que sur un coup comme ça, pour un 10 qu'on considère comme un 10 de classe mondiale, tu vois, c'est un geste qui, normalement, peut être tenté, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il est pas tenté. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. S'il est tenté qu'il est raté... Voilà, là il est pas tenté. En zone de marque, tu vois aussi. Ouais, mais là le rideau il est franchi, tu vois. Enfin pour moi c'était un geste à tenter. C'était un geste à tenter. Bon après pas tenté, mais bon bref. Du coup on ne score pas de points et après bah voilà ça arrive à la fin juste avant la 60e minute. Et là on rentre dans une purge. Ouais. On rentre dans une fin de match où vraiment les corps sont fatigués, les joueurs font plus trop d'efforts. C'est dommage parce que vraiment les avants de l'équipe de France qui sont rentrés en deuxième mi-temps, bon hormis un, on va revenir dessus, je trouvais que c'était vraiment des rentrées intéressantes. Tu vois, cette première ligne, Tixeron qui a toujours fait des bonnes rentrées dans cette tournée d'été. Mais du coup, moi, il y a un peu le gros fait marquant du match, même s'il arrive à un moment donné où le score est fait, c'est le carton jaune de Jalibert. Le carton jaune de Jalibert, je crois que c'est autour de la 59, 60e minute. 58, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, déjà, carton, pas carton ? Moi, carton, pour moi, j'ai l'impression qu'il est haut quand même, enfin il peut se baisser plus. Puis il touche la tête. Moi, je trouve que c'est dur. Je pense que la bonne décision sur cette action, ça aurait été une simple pénalité. Et moi, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que au niveau international, il y a le jaune bunker. Le fait de pouvoir mettre un carton jaune et de revoir si ça se transforme en rouge sur le banc. Ça, c'est plutôt positif. Parce que ça amène du rythme au match, c'est-à-dire on s'éternise pas à faire des arbitrages vidéo dans tous les sens, machin et tout. On met jaune et du coup on laisse la décision au TMO. Sur le côté, c'est plus de dynamisme. Mais moi je trouve que ça fait beaucoup de fois que je me fais la réflexion. Aujourd'hui les arbitres, je trouve qu'ils utilisent cet outil pas forcément à bon escient, dans le sens où des fois l'hésitation elle est pas entre jaune et rouge. Elle est entre jaune ou pas jaune. Sauf que comme ils ont cet outil, dès qu'il y a un contact à la tête, boum, c'est allez, on met le joueur dehors. Alors oui, sécurité des joueurs, tout ça, machin et tout. Mais là, l'action de Jalibert, j'ai quand même la sensation que, tu sais, il est sur un déplacement latéral, il y a une connexion à deux. Et même le contact, j'ai plus l'impression que le japonais, vraiment, il se ferme au dernier moment. Le centre japonais, très bon joueur d'ailleurs, ce 12. Il se ferme au dernier moment et ça touche un peu le pec, le biceps. Moi, j'ai trouvé ça dur parce que des contacts comme ça dans le match, notamment sur des relances de jeu entre avant, on va dire. Oui, pour moi, t'en as plein, tu vois. T'en as plein. Une simple pénalité, je pense que ça aurait pu être la bonne décision. Et en fait, comme il a cet outil, Ben O'Keefe, il a jaune, c'est plus mon problème. Ce que tu veux dire, Sauf qu'en fait, non. T'as l'arbitrage vidéo, prends le temps. Parce que là, peut-être que faut hésiter à dire juste, c'est une simple pénalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est pas grave, parce que c'est un score large, et c'est un match où t'as une grosse nation contre une nation plus petite. Oui, bien sûr. Ça arrive dans un France-Angleterre, ça ? Oui, à voir. Faut faire gaffe à ce genre de décision, et moi je trouve que cet outil, tu vois, utilisé comme ça, c'est pas forcément à bon escient. Tu vois, de vite mettre le joueur dehors et de laisser la décision au TMO, faut faire gaffe. Mais ça, par contre, la sortie de Jalibert, elle amène... Le match à la fin il ressemblait plus réellement à rien parce qu'on n'avait plus de connexion entre notre bon travail des avants, parce que Graou il est rentré, il a fait ce qu'il a pu. Moi je trouve qu'il a quand même cherché à amener du dynamisme, il a cherché à vite relever des ballons. Je trouvais que nos avants faisaient du bon boulot, mais en fait derrière on a perdu notre tout liant, notre animateur de, tu vois, la perte de Jalibert fait que il se passait plus rien dans le jeu de France. Mais de toute façon, on l'a vu tout le long du match, Jalibert qui prenait quand même pas mal de ballons dans des positions numéro 10. Je crois d'ailleurs c'est le plus gros porteur, c'est celui qui a touché le plus de ballons. Il est à 14 courses, 14 courses ballon en main. Ça veut bien dire qu'il était au four et au moulin. Voilà. Mais c'est vrai que derrière il n'y avait plus rien et mon Graou il était un peu seul face à tous, quoi.
Et c'est dommage parce que, oui, on perd Jalibert, mais on a eu encore des possessions hautes en fin de match et on n'en a rien fait. Ouais. On n'en a rien fait et on n'a pas bonifié les bonnes rentrées de Movaka, Wardy, Falatea, Tixeron. On n'a pas bonifié l'impact de ces mecs-là et c'est dommage. Et ça, on va revenir quand on parlera de nos tops et nos flops. Ouais. Est-ce qu'on ne les ferait pas d'ailleurs, nos top et nos flops? On va bascule. y passer, ouais. On va y passer. Parce que vous avez compris que ce match, du coup, dans sa construction, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et voilà. Mais on va faire un peu plus des focus sur des joueurs, ça va vous aider à avoir une double lecture. Déjà, on part sur nos tops. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, mais bon, alors enfin, il y a des gros tops français. Je pense que Atisogbe, il fait partie des giga-tops. Hein. Atisogbe, c'est peut-être un de ses. Enfin, il a déjà fait des gros matchs en équipe de France, mais là. Ouais, mais là, c'est un autre niveau, franchement. Là, en fait, il maximise le point qui est en train de devenir un point fort de l'équipe de France, c'est ses duels aériens. Parce que dans ses duels défensifs ou offensifs, en fait, sa présence sur le terrain permet d'avoir plus facilement un Jalibert en 15, on l'a expliqué au début, par ses duels défensifs aériens, mais aussi dans les duels offensifs, il allait chercher des ballons. Franchement, c'est un basketteur qu'on a sur l'aile. Enfin, c'est un truc de fou, il est hyper à l'aise. Il a vraiment progressé dans ce secteur. Enfin, il était déjà très bon, mais était moins bon, par exemple, que Grand Didier, je pense... il y a peut-être un an ou encore même un peu moins, et là sur ce match je pense ça devient tout le monde d'accord, ça devient une référence mondiale à l'aile sur le jeu aérien et c'est pas mince à faire quoi, c'est pas mince à faire. Non, c'est clair. Donc Atisogbe top forcément hein. C'est dommage qu'il ait pas été auréolé d'un petit essai, ça aurait été cool pour lui. Un autre top, on en a parlé, mais c'est Mathieu Jalibert. Et on va en parler plus quand on parlera des flops. Mais Jalibert aujourd'hui, il touche un niveau individuel où tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, il fera un bon match. Tu vois, là, il a plus d'espace, des fois il est moins dans un rôle d'animateur, mais même quand il doit aller au duel, gérer des collisions et tout, putain, il a progressé. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort. Mais maintenant, des fois, il vient en coupant comme si c'était un numéro 12 et il s'en fout. Quand il marque, c'est contre l'Australie, je crois. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, il vient couper 5 mètres de la ligne. Face à, franchement, il y avait un gros rideau, il était tout seul. Hein. C'était pas un cadeau, il arrive à marquer. Non, il a vraiment. Vraiment, il est au top physiquement, et moi je l'ai trouvé vraiment fit physiquement, même dans son interview d'après-match. Tu sens que le mec il a bossé, c'est devenu un joueur différent. Puis mentalement, je pense qu'il est là, il est au top quoi. On voit qu'il tente des coups de partout. Alors il a quand même un peu de déchets forcément, mais. Oui, mais il faut l'accepter. Oui, bien sûr. Pour des joueurs comme ça, il faut l'accepter. Le nombre de points qu'il ramène. Faut l'accepter. Oui, parce qu'on voit notamment quand il prend son carton jaune, on sent son absence, on ressent son absence. Il y a un 15 de France avec Jalibert et sans. Attention à ne pas devenir un peu dépendant dans la création de ce mec, chose qui. Ça avait été un petit peu notre défaut, notamment sur quelques années, notamment avec Antoine Dupont. On avait du mal à jouer sans Antoine Dupont. Il faudrait pas qu'on ait du mal à jouer sans Mathieu Jalibert. Et c'est quelque chose, pour moi, qui est possible. Hein. On y arrive. Pour moi, qui est possible. Au top, t'en as... Montagne, j'ai bien aimé. Pareil, est-ce qu'il touche pas un de ses matchs références en équipe de France? Après, c'était... non, on va pas dire que c'était contre le Japon, parce que le Japon, c'est une vraie nation. Parce que je vais te dire, déjà, ils ont leur match ref où ils tapent l'Italie. L'Italie, dans les derniers tournois de destination, a bien figuré. Donc, c'est une nation... Le match, oui, il allait être gagné par l'équipe de France, mais il fallait quand même mettre des ingrédients. Et à ce jeu-là, Montagne a été bon. On jugera peut-être pas la mêlée fermée, parce que la mêlée japonaise, c'est pas une référence sur les standards internationaux. Par contre, dans le jeu, il a été beaucoup touché. Il a touché beaucoup de ballons, beaucoup d'activités. Je l'ai trouvé aussi bien dans le remplacement défensif. Disons que Montagne, sur le temps de jeu qu'il a eu... qu'on lui a donné sur ce match, il a validé quoi. Et tu parlais du remplacement défensif. Moi, il y a un match que j'ai bien aimé, c'est celui de Meafou aussi. Je l'ai trouvé hyper actif aussi. Et là, il y a une séquence, la séquence où il y a le double protocole. Elle est longue avant qu'il coupe l'arbitre. Et ils viennent 2-3 fois justement entre Montagne et Meafou. Et ça claque. Ça a pas claque. fait. Mais les deux, ils étaient présents. Tu vois. Et 2-3 fois ils sont venus dans leur zone là et mais tu vois, Montagne, moi je l'avais, pour regarder quand même pas mal de matchs de Clermont, tout ça, là il a fait un match où il a dominé physiquement.
tu vois, dans les collisions, dans les rapports défensifs, et c'est rare de le voir se faire ce genre de match, mais c'est plutôt cool parce que s'il arrive à être vraiment bien physiquement, peut-être qu'avec lui, on a un élément de réponse sur qui doit être le droitier de l'équipe de France. Ouais, carrément. Tu vois parce que c'est vraiment enfin, on cherche vraiment quelqu'un de fiable et solide sur ce poste. Là, Montagne, c'est cool. Tu vois, ouais, c'était un peu là où je voulais en venir, sur le fait que Bamba ait perdu un peu. Puis disons, peut-être des points. À vérifier, hein, mais je suis pas sûr qu'il prenne une pénalité dans ce match, Montagne, et c'est quand même bien. Non, tu vois. Poro on prend une, je crois, mais. Mais pas Montagne. Ouais. Non. Poro aussi, c'était pas mal. Mais ouais, Poro, c'était pas mal. C'était pas, après, il y a. Pas de la dire un top, quoi. Sur cette tournée, il y en a qui. Gazotti aussi qui fait. Enfin, l'image. Gazotti, c'est un gros top. Gazotti, lui, dans tout ce championnat des nations, c'est un mec qui a gagné des points. Ouais, je pense tu vois, nous, on avait des doutes. Enfin, moi, j'avais des doutes sur Marco Gazzotti à pouvoir s'élever aux standards internationaux. Parce qu'il a un profil un peu bâtard, tu vois. Il a un profil un peu bâtard parce qu'il a pas vraiment un secteur où tu te dis, lui, ça peut être une référence internationale sur ça. Mais en fait, là où il impressionne, c'est par son volume d'activité. Ouais. Il finit encore meilleur plaqueur français. Il est partout. Il finit à 17 plaquages. Contre l'Australie, c'était 20. Alors oui, c'est pas que des plaquages dominants, mais disons que ce mec, dans un rideau défensif, ça te fait du bien. Et là, il a commencé aussi à toucher pas mal de ballons en attaque. C'était bien. Franchement, c'était bien. Marco Gazzotti, un top. Il fait une petite cagade sur le coup d'envoi là, où il perd le ballon derrière là. Un coup de renvoi japonais, il rattrape pas proprement le ballon, mais ah oui, ouais, non mais bon, c'est peut-être son seul point de progression en vrai. Oui, non mais bon, à l'image de son match, c'est pas ça qu'on va retenir. Non, c'est pas ça qu'on va retenir. Disons que des 3 troisième lignes français alignés, c'est celui qui a tiré son épingle du jeu, là où Nouchi et Roumat ont eu un petit peu plus de mal. Un petit peu plus de mal. Moi je voulais parler aussi de. Ah oui, ça tu voulais parler de ton truc. Tout le temps les charnières, moi j'aime bien. Non, la charnière japonaise, moi que j'ai trouvé hyper pertinente, hyper intéressant. Saito et Ito, je crois, que je connaissais pas du tout. Moi je connaissais pas le 10 japonais, mais. Mais Gazé. Bon joueur. Gazé. Bon joueur. Hein. Ouais, bon animateur, enfin. Très complet. Mais quoi, tu vois, très complet. Les Japonais, c'est quand même une équipe. Enfin, ils ont pas des joueurs reluisants au niveau international à se dire, lui, il a des qualités de fou. Par contre, collectivement, ils sont disciplinés dans leur stratégie. Ils font pas trop. Enfin, moi, je trouve que c'est une équipe qui a su avoir des temps forts contre nous parce qu'elle est disciplinée. Et cette charnière, en fait, elle maximise ce collectif qui est justement discipliné, qui se déplace bien sur le terrain, qui fait des bons efforts dans les jeux au sol. Il manque de qualité, par contre, il manque absolument pas de comment ils sont coachés. Eddie Jones doit faire un bon travail sur ça. Typiquement, c'est une équipe, pour moi, c'est l'antipode complet des Fidji. Les Fidjiens, ils ont des joueurs, tu te dis, ils ont quasiment, là, en termes de qualité individuelle, des joueurs qui pourraient faire partie des meilleurs joueurs du monde. Mais collectivement, ils sont nulle part. C'est vraiment une différence de culture qui est impressionnante. Tu vois. Après, est-ce que c'est pas là aussi leur marge de progression, tu vois, de réussir un peu à sortir du cadre Bah ouais, mais tu vois, pour ça, sortir du cadre, c'est un peu le credo des grands joueurs, tu vois. Et peut-être que ça leur manque des grands joueurs. Ils ont 2-3 bons éléments. Gunther, ce numéro 7, c'était vraiment un super élément. La charnière, t'en as parlé, ce numéro 12 aussi, qui était assez influent et dominant dans les collisions. Le talonneur aussi, c'était un bon joueur, très actif dans le jeu au sol, tu vois. Mais bon, il faut qu'il trouve plus de liens, qu'il progresse un petit peu sur les phases de touche défensive, sur la conquête de conquête. Donc, mais bon, c'est une équipe peut-être qui progresse. Qui progresse, ça ira de pair avec la progression de leur championnat domestique. Tu vois, si leur championnat domestique continue à progresser, peut-être que c'est une équipe qui pourrait être encore meilleure plus tard. Mais disons que là, déjà, ils commencent à passer en termes de qualité d'équipe devant les équipes du Pacifique. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus dur d'affronter le Japon que d'affronter les Samoa, Tonga, Fidjiens. Et c'est déjà une grosse progression pour eux, je trouve. Ouais, puis on n'a pas parlé, mais techniquement, là, l'image de la charnière, Saito, la qualité de passe, ça va à 10 000, franchement. Complètement. Mais toujours pareil, il a peut-être pas le plus gros jeu au pied, mais là, il en rate un, mais je pense que c'est rare. Mais tu sais, c'est précis, c'est carré. C'est l'image du Japon, de toute façon. C'est discipliné, mais ça manque de qualité, tout simplement. On passe à nos flops. Ouais.
Flop que je vois pas. Ouais, t'as pas besoin de tes notes. Non. Déjà, le premier, oui, c'est... Vas-y, parle-en. Ah non, lui, on va en parler plus tard. Ah, plus tard. Non, le premier, c'est peut-être Staniforce. Ouais, Staniforce. Staniforce. Moi, je comprends pas. Alors, ça a été... franchement, ça a l'air d'être un amour. Les touchant, images de sa sélection. Ouais, tu sens que c'est quelqu'un qui doit faire du bien dans les groupes où il est, parce que voilà, ça a l'air d'être une sacrée personne et un bel humain. Mais par contre, quel intérêt de sélectionner Tom Staniforce, hormis ça? Parce que moi, j'ai jamais trouvé à Castres que c'était un joueur... En fait, c'est un joueur qui répète les efforts, qui fait beaucoup de courses avec ballon, mais c'est pas forcément un 5 qui gagne beaucoup de collisions. Ouais, pour moi, il y a une saison quand même où il est au-dessus. Ouais, mais là, tu sais, il a 32 ans. Oui, non, c'est un Australien d'origine. Oui. La Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Oui, pourquoi ne pas donner du temps de jeu à un autre profil? Tu vois, Guillard, on l'a pas revu, peut-être qu'il avait peut-être un petit pépin physique ou je sais pas, mais en tout cas pas de communication dessus. Mais tu vois, il y avait Jimmy Maximin qui avait connu sa première sélection l'année dernière, qui est un peu dans le même profil. Tu vois, pourquoi on ne capte pas plus un joueur Boris Palu aussi, ouais, qui sort d'une grosse saison avec Bordeaux. Bon, après, il y a plus de mal qu'on n'a pas, mais ouais. Bah là, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que là, il fait pas une très bonne rentrée. Il fait des deux manettes. Ouais, sur des bons ballons. Catasse. Non, mais franchement, catasse. Mais c'est dommage parce que. Où est le projet, tu vois? Où est le projet de caper et de donner des minutes à Tom Staniforce, tandis qu'on pourrait caper et donner des minutes à des joueurs où l'année prochaine, on sait qu'ils seront encore dans la fleur de l'âge et prêts à faire une grosse Coupe du Monde, tu vois. C'est aussi ça qui est important. J'ai pas trop compris la sélection de Tom Staniforce, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. Oui. Ça doit s'expliquer quand même, je pense, mais oui. Oui, non, mais bien sûr, ça va s'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Il y a aussi la vie de groupe, la dynamique, tout ça. Le fait que, je sais pas, de comment il applique, peut-être qu'il a vraiment un rôle un peu qu'on ne voit pas sur les touches défensives, les défenses de ballon porté. Tu vois, on sait que avoir des 5 qui ont plutôt du poids, c'est important dans ces séquences, mais j'ai plus de mal à y voir et vraiment, c'est dommage, mais c'est un flop du match. Un autre flop, et c'est dommage parce que, punaise, il faisait vraiment une grosse première sélection, mais là, c'est Aaron Grandidier. Aaron Grandidier, c'est un flop du match, je trouve, dans le sens où, tu sais, on en avait souvent parlé en off, il a ce super pouvoir. De quand ça se passe au-dessus de sa tête ou dans les airs, il est souverain, il règne, il fait partie des meilleurs au monde dans cette zone. Par contre, quand justement il n'a pas de duel aérien à jouer dans un match, en fait, moi je trouve que c'est un ailier mid. Tu vois, c'est pas un ailier qui est capable. On cherche pas que des coups d'éclat, mais c'est pas un pur finisseur, c'est pas un mec qui, dans le rapport au sol, va te bonifier des ballons à fond, comme peut l'être par exemple un Damien Penaud. Ouais, carrément. Tu vois, et je trouve que c'est dommage. Il a eu 2-3 bons ballons dans le match. Ouais. Tu vois, il a eu 2-3 bons ballons, même des ballons, tu sais. Un peu ramassé dans le cours du jeu. Je repense à un ballon ramassé par terre en zone de marque chez les Japonais. Il y a de l'espace quand même un petit peu et il va s'enfermer. Il n'arrive pas à créer forcément. Non, il prend une pénalité à un moment donné sur un ballon de relance. Enfin, c'est pas lui, mais bon, il y a un ballon de relance un petit peu mal exploité. Enfin, des choses comme ça. C'est pas le meilleur match d'Aaron Grandidier, quoi. Non. Tout comme Lucu qui fait un match moyen. Surtout dans un secteur où on sait que c'est sa force, à savoir le jeu au pied, qui a été un peu imprécis. Avec à l'image de certains joueurs, moi je le sentais émoussé. Ouais, peut-être, carrément. Tu vois, émoussé physiquement. Et ça, on peut ouvrir un peu sur le truc dont on voulait parler. C'est, tu vois, là nous en France, tu sens que Galtier et son staff, ils sont sur de l'affinage. Ils cherchent un peu quel va être le meilleur choix à ce poste pour aller faire prochain tour de destination et prochaine Coupe du Monde. Vraiment, ils cherchent à affiner, tu le sens. Mais dans cette réflexion et dans la reconstitution de leur groupe d'entraînement, on a peut-être manqué un peu de retard. Tu sais, sur certains postes, ramener de la fraîcheur. Là, par exemple, Lucu, son match, c'est facile de le dire après coup, mais ça met en lumière la gestion du Calogarec.
le Garec. Qui est dur. Bah, c'est dur. Ouais. Ça a été un des meilleurs 9 de la saison de top 14. Il a jamais déçu avec le maillot bleu. Ça a toujours été un gars. Moi, vraiment, de mon point de vue, je me disais, c'est un mec qui peut devenir numéro 2 pour la Coupe du Monde. Tu vois, enfin, vraiment, il a des qualités énormes. Et sa gestion, je la trouve délicate. Enfin, genre, là, il y a dans cette tournée d'été, il a joué 20 minutes. Ouais, il a joué 20 minutes. Est-ce que, tu vois, ça aurait pas été bien de le faire démarrer ce match ? Tu vois ? Des petites choses comme ça. Enfin, moi, de toute façon, je l'avais dit, je crois, contre. Je sais plus si on avait parlé en direct ou après, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus de changements sur cette équipe, notamment pour gérer les temps de jeu et cette saison qui a été longue pour certains, qui a duré plus d'1 an. Donc, mais non, c'est sûr que moi, j'aurais bien aimé le voir commencer sur ce match-là pour aussi récompenser de sa saison. Puis tu vois, d'autres joueurs qui ont été émoussés dans le match, c'est nos 2 centres. Moefana et Bromboiry. Franchement, le test validé. Contre les Blacks et contre les Australiens, les deux, ils ont été monstrueux. Bah, tu vois, c'est bon. Est-ce qu'ils avaient besoin d'une dernière confirmation ? Ou alors c'était vraiment, ils voulaient encore leur donner du vécu commun ensemble ? Ouais, possible. Ouais. Mais on les a sentis émoussés, c'est dommage. On a quasiment pas vu De Porter. Non. Tu vois, De Porter qui était quand même le titulaire au dernier tour de destination et qui a toujours fait des bons matchs en équipe de France, il a pas eu ses minutes. Gourg, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui donner encore plus de temps de jeu sur les 2 matchs ? J'en sais rien, mais bon, tu vois, c'est une construction qui est différente. Tu vois. Je regardais Afrique du Sud, Pays de Galles, tu vois, ce matin. Les Sud-Africains, ils ont joué le Pays de Galles qui était un match plus abordable, mais comme nous, là, on a joué le Japon plus abordable. Eux, ils sont tellement sûrs de leur force, sûrs de leur confiance, ils ont capé des mecs. Ils ont capé un nouveau 10, il sortait récemment du championnat du monde du vin. Pareil pour un ailier. Voilà, ils font du turnover, ils vont chercher de la fraîcheur. La concurrence aussi, de l'émulation. Galtier, on parle beaucoup de stimulation en ce moment. Là, je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Ouais, il a déjà fait. Tu vois. Après, au contraire, tu vois, l'exemple de Gazzotti, par exemple, je veux dire, il y a des mecs qui sont aussi, qui ont été capables d'être bons sur les 3 matchs. Sur les 3 matchs, mais je sais pas. Non, mais oui, dans l'idée, je pense que certaines gestions auraient peut-être mérité un autre traitement. Tu vois, le cas Le Garec, c'est celui qui ressort vraiment. Mais après, c'était toujours, on voit toujours le verre à moitié vide, mais c'est aussi bien de chercher des repères communs ensemble, d'avoir des équipes qui savent jouer ensemble. Tu vois, par exemple, remettre l'association 10-15 Ntamak Jalibert, il fallait le faire. Oui, tu vois, c'était bien. C'était bien de les revoir une fois de plus, même si indépendamment du fait, ça comment dire, par exemple, Mathis Ferté, il a pas pu avoir de temps de jeu sur la tournée, des choses comme ça. On voit toujours le verre à moitié vide, mais je sais pas. Ça aurait pu être un poil mieux fait, je pense. Okay. Mais je sais pas, tu vois, sur certains postes, je sais pas trop où ils vont. Tu vois, je sais pas trop où ils vont. Mais voilà quoi. D'autres flops du match. Alors, il a été ressorti en dithyrambique un petit peu dans beaucoup de médias. C'est le match de La Motte où tout le monde a souligné le fait que c'était un bon match. Moi, j'ai pas trouvé. Non, moi aussi. Pour moi, c'est un flop, tu vois. Ouais, je l'ai trouvé discret, pas dominant. Dans son point fort, là où il était d'un peu dominer ses collisions. Là, je l'ai trouvé plus timide que d'habitude. Des ballons perdus, des erreurs techniques. Il se fait. Moi, je trouve que tu vois, la différence, elle se voit réellement avec l'entrée de Movaka. Tu vois, il y a un gap entre les deux. Il y a un gap. Et il y aura encore un gap quand Julien Marchand va repostuler à l'équipe de France sur la tournée de novembre. Je trouve pas qu'il ait comment dire, validé le fait que ça peut être un numéro 2 en équipe de France. Tu vois, je pense qu'il se cantonne encore au rôle de numéro 3. Je pense qu'il n'y avait pas de monde où... non, il n'y avait pas de monde. Autant à des postes, ça pouvait bouger, autant au talon, je pense se fixer, quoi. Oui, mais bon, ça va être important quand même qu'on en ait un 3e dans les années à venir, parce que Marchand et Movaka, ils sont pas éternels. Quid, je sais pas. Et le dernier flop dont on voulait parler, c'est Romain Ntamak. Romain Ntamak, moi ça m'a rendu fou. Bon, on va pas faire une rubrique ça m'a rendu fou, mais en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal. C'est que déjà il y a eu beaucoup d'erreurs techniques aussi. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, une relance, un jeu au pied qui dans un match un petit peu chaud peut amener vraiment une situation de contre énorme. Et en fait, le truc c'est que Romain Ntamak, on l'attend comme un des meilleurs 10 au monde. Voilà, c'est là où on le cantonne. Et je trouve que c'est ultra positif qu'il ait eu du temps de jeu, qu'on lui ait redonné confiance avec ce maillot de l'équipe de France, parce que
pour être champion du monde, on va avoir besoin de 2-10 de classe mondiale. Oui. Toutes les grandes nations ont 2-10 de classe mondiale. Donc Mathieu Jalibert, en ce moment, il est en forme, c'est incandescent. Mais Romain Ntamak, il doit faire mieux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour moi, un 10 de classe mondiale, s'il joue contre le Japon, quelles que soient les autres nations, imaginons on prend un Finn Russell, un Finn Smith, Sacha Fengberg, Ngome Zulu, Armani Libok, André Pollard, enfin, tous ces joueurs-là, s'ils jouaient contre le Japon, ils auraient sorti une grosse presta. Ouais, après, il a un style, maintenant, je trouve qu'il a un style un peu différent. C'est vrai qu'offensivement, il apporte plus grand-chose, il est assez neutre quand même. Ouais, mais je trouve que c'est dommage parce que il a encore la capacité de le faire. Tu vois, l'année dernière, quand il était beaucoup blessé, vraiment, il était émoussé, tu sentais qu'il pouvait plus rien apporter offensivement. Tu vois, c'était vraiment un régulateur, un organisateur. Ouais, aujourd'hui, physiquement, il va mieux. Je trouve qu'il devrait rebasculer dans un état d'esprit à... certes, lui, il choisit bien les moments où il touche les ballons, tu vois. Mais par exemple, le truc qui m'a choqué dans ce match, c'est à la sortie de Jalibert sur carton jaune pendant 10 minutes, on l'a pas vu. Ouais. Et c'est problématique parce que à ce moment où on perd Mathieu Jalibert sur carton jaune, dans ce match, on avait des avants qui continuaient à faire des bonnes séquences de création, qui étaient dominants, notamment, on l'a dit, avec cette bonne rentrée de la première ligne. Graou, pour sa première sélection, il était plein d'envie. Bon, il y avait quelques errances techniques, mais vraiment, il cherchait à mettre du jus. Ouais, et on n'a eu aucune phase de transformation où, à un moment donné, on a su capitaliser sur de l'avancée générée, parce que pour moi, il n'était pas là. Il était pas là. Est-ce que physiquement, il était aussi peut-être... fatigué comme on l'a dit, de la saison, mais ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a beaucoup moins d'emprise sur le jeu, qu'il pèse plus, complètement. Et moi j'ai peur d'un truc, mais j'ai peur réellement d'un truc, c'est que on sait, moi ça me fait vraiment plaisir déjà on désamorce tout parce qu'on va nous traiter d'énormes enfoirés après, mais on désamorce tout. Moi, ça me fait plaisir de revoir Romain Ntamak au niveau international. Tu vois, ça fait plaisir bien. Et on va en avoir besoin. Ouais. De toute manière, il va nous falloir un Jalibert au top et un Ntamak au top pour aller chercher un titre de champion du monde. C'est obligatoire. Le fait d'avoir créé une petite polyvalence à Jalibert, parce qu'au final aussi notre système offensif permet justement d'avoir un 10 à l'arrière, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une autre formation et le numéro 2 derrière Ramos, un autre arrière derrière Ramos, on n'a pas. Ouais, on avait du mal à le trouver. Atisogbe, il avait pas forcément répondu aux attentes. Léo Barré, ce qu'on a dit sur ses jeux au pied aérien, j'ai du mal à voir Atisogbe rejoindre 15 en équipe de France. Ouais, et surtout que nous, notre 15, c'est un deuxième animateur. Donc Thomas Ramos, c'est le profil parfait. Tu vois, c'est le profil parfait pour ça. Et Jalibert est devenu aussi une solution réelle. Donc c'est important d'avoir un Ntamak très en forme. Par contre, moi, ce qui me fait peur un petit peu pour la suite, c'est qu'on sait que Romain Ntamak, il est énormément estimé par le staff de l'équipe de France. Par contre, pour moi, il n'y a pas de remise en cause possible. La meilleure version de l'équipe de France à l'instant T, et je pense aussi pour aller à la Coupe du Monde, ce sera avec Jalibert en 10 et Ramos en 15. Tu vois ? Oui, je suis complètement d'accord. Jalibert, il est trop important maintenant dans le système. Et ce qu'il apporte, mine de rien, en 15, il touche des ballons différents avec un peu plus loin de la zone de d'espace, mais... Ouais, mais c'est pas forcément ce qui gère le mieux, ce qui lui plaît le mieux, je pense. Il est pas non plus gazé, il va pas à 10 000, quoi. Il a pas besoin de beaucoup d'espace et ces duels qu'il gagne, souvent, c'est pas avec énormément d'espace. Donc non, c'est sûr que pour l'instant... Mais je sais pas où le staff de l'équipe de France et où on va avec la gestion de ces trois hommes, que ce soit Jalibert, Ramos et Ntamak. Ça va être important de bien les gérer et de peut-être avoir sur ces trois joueurs une gestion où on les fait tourner pour continuer à maximiser en gros leur fraîcheur mentale, leur envie de bien faire, la confiance en eux. Et attention, parce que ça, c'est vraiment pas le point fort de Fabien Galtier, de gérer la confiance de ses joueurs, tu vois. Il a toujours été bon dans le fait de lancer un nouveau capé. Tu vois, il n'y a jamais de nouveaux capés qui sont trop passés à côté de leur première cap, de leur première minute en équipe de France. Par contre, dans la gestion de ces gros égos, de ces stars, tu vois, de nos leaders, des fois, il y a des trucs, c'est un peu bizarre. Il a créé la dépendance à Dupont. Ouais, et puis plein de petites choses. Mais là, j'ai peur parce que Ntamak est très estimé. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur de l'équipe de France est de très loin, c'est Mathieu Jalibert. Tu vois. Ouais, donc, l'équipe de France,
se doit de maximiser un jeu autour de lui sans être dépendant. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous crée tout. Ouais, et il faut faire attention parce que dans une gestion, tu vois, par exemple, le fait d'avoir créé la polyvalence à Jalibert, ça va nous aider à pouvoir faire un banc en 6-2, tu vois, 6 avant, 2, 3 quarts, avec un 9 et un 10 sur le banc, tu vois. Ouais. Parce que du coup, on a créé cette polyvalence à Jalibert qui, s'il est en 10 sur le terrain, peut reculer à l'arrière, tout ça. Mais il faut faire gaffe parce que est-ce qu'ils identifient Ntamak comme étant un profil qui peut sortir du banc? Tu vois, demain, si on constitue un 6-2, je suis pas sûr que le staff de l'équipe de France se dit je mets Ntamak sur le banc. Tu vois, ils vont vouloir l'avoir sur le terrain. Pourtant, je pense qu'il faut le faire, mais... Ouais, je pense qu'il faut le faire aussi, tu vois. Demain, quand on jouera un match coup près et qu'il faudra mettre notre meilleur ajustement possible, je pense que ce sera celui-là, mais je pense pas qu'ils prennent cette décision parce qu'il peut-être qu'il raisonnerait plus en termes de Jalibert peut rentrer dans un match et amener quelque chose de différent, tu vois. Et j'ai peur qu'ils aillent là-dessus. Vraiment, j'ai peur qu'ils aillent là-dessus. Et je pense que ce serait une énorme erreur. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, bah... Enfin, l'avenir nous le dira, mais... L'avenir nous le dira, mais tu vois, moi, ce genre de match contre le Japon, même contre l'Australie, tout le monde a été dithyrambique. Enfin, même, tu sais, France Rugby l'a annoncé comme joueur du match et tout. Ah ouais. Tu vois, je trouve que c'est trop. Oui, tu sais, on en fait trop. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui, c'est bien, il est revenu à un niveau international, mais on en fait trop. Tranquille. Laissez Romain Ntamak être un joueur du collectif à bien des égards, comme d'autres. Aujourd'hui, il n'a pas plus d'importance dans le projet que d'autres. Et j'ai peur qu'on en fasse trop et que ça nuit à la confiance de Mathieu Jalibert dans le futur, de Thomas Ramos dans le futur. Et faut faire gaffe à ça. Vraiment, faut faire gaffe à ça parce que... Il y a des moustiques. Parce que dans le passé, on a vu que la gestion du cas Jalibert, Galtier, il n'a pas toujours bien fait. Et voilà. Enfin, moi, c'était un petit peu ma petite parenthèse. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, Ntamak, ça a été vraiment un flop du match parce que... il n'a pas pesé, quoi. Ouais, puis un 10 de stature internationale face au Japon, normalement c'est automatique, ça fait un bon match. Oui. Automatique, ça fait un bon match. Oui. Tu vois. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu veux rajouter là sur cette fin d'émission avant qu'on coupe? Non, bon, on a tout dit là, franchement. On a tout dit. On n'est pas très fiers de vous. Parce qu'on attendait des questions. N'hésitez pas à nous poser des petites questions. Le dernier épisode, il a super bien marché, donc on est très contents. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous parce qu'on a envie d'interagir justement avec ceux qui nous écoutent, à mieux vous connaître et aussi à parler rugby. Donc est-ce qu'on s'appuie plus sur un point stratégique, tout ça. Là on va sortir du cadre sur les prochaines vidéos de l'équipe de France parce que du coup l'actualité sera celle d'une actualité d'intersaison. Donc on va vous faire des formats un petit peu différents. On espère que ça va vous plaire. En tout cas nous on se réjouit, on a déjà hâte de tout tourner. On clôture un petit peu du coup cette série de 3 vidéos sur l'équipe de France et ce championnat des nations. On se retrouvera pour des vidéos du même sujet en novembre quand il y aura la tournée dans l'hémisphère nord. Pour la fin de ce championnat. Voilà. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Ciao l'équipe et on se revoit vite. Ciao.